Matryoshka. Bonsoir Robin. Vous allez bien? Oui. Merci infiniment d'être là. Le micro va fonctionner dans un instant. Il est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Merci Robin. Merci pour Renucci. l'invitation. Oui, écoutez, ça paraissait très important sur cette notion de comment recréer ce dialogue intergénérationnel, tout simplement parce que au travers de tout ce que vous faites, à la fois en tant qu'acteur, metteur en scène, mais aussi en tant que directeur des Tréteaux de France, vous portez cette question de l'éducation populaire, vous portez cette question au travers du théâtre et de l'art, de renouer un dialogue et d'arriver à faire un espace commun. Et il était important que vous puissiez partager avec nous la façon dont vous engagez cette façon de faire corps, cette façon de faire, comme vous dites, langue ensemble, d'arriver à dialoguer. Bien, avant toute chose, je veux dire que j'ai été très heureux d'écouter les interlocuteurs que vous avez eus juste avant, qui étaient les nôtres aussi, avec toute cette qualité. J'étais très sensible, évidemment, au discours de Grégoire et de William particulièrement, puisque l'ensemble de notre pensée est tourné aujourd'hui vers notre futur et notre jeunesse. Je suis aussi père de 4 enfants qui ont leur âge, pratiquement, et dans une échelle rapprochée. Donc je suis évidemment tourné profondément. Et j'étais sensible aussi au fait qu'on a besoin de la transmission, comme il a été nommé. Je ferai peut-être une allusion aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, parce qu'on a parlé des grands-parents qui remplissent des missions très importantes de soutien à la famille parentale de cette jeunesse. Mais les arrières sont un peu, sans doute, oubliés davantage, et il y a une place qui leur est particulière, et justement dans les EHPAD. Vous faites bien de le dire, parce que dans le livre de Claudine Athias-Donfus, elle fait remarquer que c'est la première fois dans cette génération qui a 20 ans en 2020 qu'il y a une cohabitation de 4 générations avec l'allongement de la vie, qui fait que c'est quelque chose de totalement nouveau sur la cohabitation des générations. Donc vous faites bien de le dire. Alors, une cohabitation relative, puisque comme je le disais, ils ne sont plus forcément dans les familles comme elles l'étaient à certaines époques. Mais c'est une génération nouvelle, en effet, que nos jeunesses, j'ai aimé que vous le disiez aussi au pluriel, puisque c'est tout à fait récent qu'un grand-père soit éduqué et enseigné par son petit-fils ou sa petite-fille sur des éléments nouveaux que vous avez nommés, la technologie nouvelle et la façon dont nous sommes entrés dans une ère nouvelle, d'une nouvelle imprimerie qui va définir tout notre avenir, dont parlait très bien Bernard Stiegler comme un pharmacon, c'est-à-dire d'un point de vue pharmacologique, tout autant un soin qu'un poison. On a évoqué aussi l'aspect poison de ce progrès potentiel, tout dépend de ce que l'on vise ensemble. Donc les grands objectifs qui restent tout de même les nôtres, ce sont ceux d'une humanité amplifiée. Qu'est-ce qui nous rend davantage humains, au fond? Et en temps de guerre, on voit à quel point l'opposition créatrice est un des éléments essentiels. S'opposer sans se massacrer, pouvoir dialoguer, cela a été dit, une capacité d'une légitime individuation, cela a été nommé également, c'est-à-dire la place dans des droits qui existent pour que chacun, chacune, depuis l'enfance, ait le droit de devenir ce qu'il a comme projet potentiel s'il le sait, et s'il ne le sait pas, d'avoir cette éducation et cette transmission qui lui permettra d'avoir cette piste d'envol pour lequel chacun a droit. Donc cette légitime individuation, elle fait partie profondément d'un projet d'humanité, c'est-à-dire la singularité de chaque être humain. On voit aussi que nous sommes dans une commune humanité, c'est-à-dire rejeter tout ce qui peut séparer différentes types d'humanité. Il n'y en a évidemment qu'une. Donc dans ce cadre-là, retrouver cette commune humanité veut dire aussi une lutte pour l'égalité entre les sexes. Et aujourd'hui, la plus grande discrimination reste sans doute la discrimination des femmes vis-à-vis des hommes. Ouais, il y en a beaucoup, même de l'être humain face aux animaux. Ça peut être. Alors c'est un autre élément, celui-ci, mais je reste un instant sur cette égalité qui est encore de loin un des projets majeurs de nos sociétés vis-à-vis des femmes et des hommes sur cette planète. Évidemment, les femmes étant toujours sous le pouvoir, dans de nombreuses circonstances, des hommes. Et puis ce à quoi vous faites allusion, c'est notre commune naturalité.
C'est-à-dire nous faisons partie d'une même nature. Et le projet de Descartes du maître et possesseur de l'univers est remis en cause. Or, nos modèles ont été fondés sur le modèle de Descartes comme homme tout-puissant qui était le maître de la nature. Aujourd'hui, il nous faut retrouver cette place au milieu de la nature, avec la nature, dans le monde animal, dans le monde végétal. Et on voit à quel point nous sommes aujourd'hui sous l'emprise même d'une nature qui peut totalement nous dévorer. Dans le catastrophisme et les diverses réflexions sur la collapsologie, évidemment, la finitude de notre, non pas de notre planète, mais de notre humanité est en cause. Lorsqu'on parle de 5000 années de déchets nucléaires, peut-on aussi penser aux 50 ou 100 ans qui sont juste en face de nous et qui sont peut-être, là, pour certains, les collapsologues, le projet d'une humanité qui va se détruire. Mais on a les mêmes signaux que les effondristes et les collapsologues, mais on peut les traduire différemment. Et en tous les cas, cette question de vivre en symbiose avec les éléments... C'est l'autre endroit sur lequel je veux ajouter, puisque j'ai parlé de la commune humanité, de la commune naturalité, de la commune sociabilité ou socialité, qui fait qu'il faut que nous vivions ensemble. Et là, nous avons des droits, nous avons une organisation sociale de la République qui est très belle dans notre pays. Nous avons montré à certains moments au monde qu'il y avait une capacité justement à mieux accepter, je pense à la laïcité par exemple, la différence de l'autre. Et dans cette opposition qui peut être créatrice, j'emprunte à Paul Ricoeur cette réflexion sur la démocratie qui est la nôtre au fond. C'est qu'une société est démocratique lorsqu'elle se reconnaît divisée, lorsqu'elle se reconnaît contradictoire, mais qu'elle donne à chacun l'égale dignité et la place pour participer à la résolution des conflits qui s'en suivent. Et cela, transformer le combat en débat. En opposition créatrice, c'est pour ça que je nomme. Et tout cela, c'est assez emprunté au convivialisme, qui est un mouvement de pensée auquel j'appartiens. Alors, qu'est-ce que c'est que le convivialisme et qu'il fasse des petits? Oui, c'est en gros ce que je viens de raconter, c'est-à-dire nous avons une commune humanité, une commune naturalité, une commune socialité. Il nous faut penser ensemble cette nécessité de l'individuation première et dans une légitime individuation. Et puis j'ajouterais le refus de l'hubris qui pose justement un gros problème, c'est-à-dire la démesure qui est l'objet de nos sociétés depuis à peu près 200 ans, mais seulement depuis 200 ans. Donc cette échelle et cette ligne que nous avons évoquée de transformation peut-être irrémédiable. Bon. Donc voilà, les grands projets pour moi, ce sont évidemment ceux d'une humanité augmentée. C'est l'objectif, mais les enjeux, quels sont-ils, puisque vous m'avez invité? Ce sont très certainement pour moi les enjeux de la création. C'est-à-dire la capacité depuis l'enfance à créer et non pas à détruire. Et cela commence pour notre chose publique. L'école, évidemment, en est le premier lieu. L'élévation qui peut s'en suivre. Le refus des pouvoirs et de l'autoritarisme qui a été cité tout à l'heure. Ne pas confondre autorité qui augmente et autoritarisme qui est un pouvoir sur l'autre. Autorité qui étymologiquement... étymologiquement, auctoritas, qui veut dire gérer, augmenter. Il n'y a d'autorité qu'une autorité qui augmente. Je suis augmenté ou pas par l'autorité qui m'est prodiguée. Et le foyer de l'autorité est chez celui qui la reçoit. L'élève s'élève, il se grandit, il croît, il est en croissance parce qu'il reconnaît, c'est le mot, cette autorité. Si ça s'appelle comme ça, mais que c'est un pouvoir sûr, eh bien ça n'est pas de l'autorité, car l'autorité doit augmenter. Et ce mot autorité, politiquement, aujourd'hui, revient très fréquemment dans le langage politicien particulièrement. On a besoin d'autorité, attention, on a besoin d'autorité pour les uns, ou bien, attention, nous ne voulons pas d'autorité. Donc la clarté de ce mot est au cœur, en effet, de quelque chose de politique très important. Il n'y a d'autorité que d'autorité qui augmente, qui élève, sinon ça s'appelle du pouvoir. Et évidemment, les pouvoirs, ou le pouvoir, c'est une dimension toujours sur l'autre pour le réduire, parfois même pour le détruire. Alors justement, par rapport à ce que vous portez, qui est cette notion d'éducation populaire, en quoi ça s'inscrit en réaction aussi à ces sujets de pouvoir et en quoi ça permet de s'augmenter tout un chacun dans quelque chose de populaire et non pas populiste face à l'autorité imposée? Alors, si l'objectif est l'humanité, l'accroissement des capacités de chacun, augmenter les capacités d'agir, par exemple, dans le thème de Spinoza, il s'agit donc d'élever et de donner à chacun cette
capacité de discernement, d'esprit critique. C'est un projet d'objectivité, d'humanisme agrandi, on va dire. Les enjeux, comme je le disais, c'est la création liée à la transmission, comme on l'a dit, à la formation initiale et tout au long de la vie, j'insiste sur cette idée, et à l'éducation artistique depuis l'enfance, tout comme l'éducation populaire. Donc qu'est-ce qui distingue ces endroits-là? La transmission, nous en avons parlé, je crois, depuis tout à l'heure suffisamment. La nécessité intergénérationnelle, c'est-à-dire la présence de générations qui travaillent ensemble et qui représentent l'une et l'autre à leur endroit, à son endroit, hein, c'est-à-dire j'aime l'idée que les plus âgés se soucient profondément de la jeunesse. Par exemple, je souhaite, vous avez dit que j'étais directeur d'un centre dramatique national, je quitte mes missions de centre dramatique des Tréteaux de France au mois de juillet et j'aspire aujourd'hui, on le saura dans quelques semaines si j'ai réussi ou pas cette idée, que je puisse diriger le théâtre de Marseille qui s'appelle La Criée. Marseille est la deuxième ville de France, il y a 900 000 habitants, une jeunesse extrêmement importante et l'objet de mon projet est la jeunesse. Est-ce qu'on peut confier l'objet de cette jeunesse ou des jeunesses à un homme de 65 ans? Là, on est au cœur de la question de la transmission. C'est-à-dire qui représente la jeunesse, seulement la jeunesse, ou bien également les jeunesses, on a bien entendu. Jeunesses qui sont produites par chaque individu, y compris qui n'a plus 20 ans. Et quelle importance, après tout, pour vous, ces jeunesses? Quelle importance? Qu'est-ce qui se dessine là? Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de porter ce sujet? Il y a dans chaque génération une source exceptionnelle d'avenir, de nouveautés et de capacités. Donc ce qu'il faut nécessairement, c'est ne vivre que pour la jeunesse. Vivre pour notre jeunesse, y compris la nôtre personnellement intérieure, vivante. Est-ce que ça ne dit pas aussi notre saturation de notre vieux monde et finalement on porte tous nos espoirs dans cette jeunesse de recréer quelque chose de dire déjà, différent. j'ai aimé qu'on dise qu'elle est exceptionnelle. Alors elle est exceptionnelle pour peut-être des endroits abîmés de notre histoire, notamment la technologie réductrice, qui est un pouvoir justement, qui n'est pas toujours une autorité, cette technologie qui amène ou pas l'élévation, ou au contraire un rabotage des cerveaux. Donc là, je reproche à certaines technologies, notamment les industries de programmes, qui sont programmées pour réduire la capacité d'agir, programmés pour réduire la capacité d'agir. Donc c'est un point de vue politique où on se situe, ou dans la réduction des cerveaux, ou au contraire dans l'élévation et la capacité d'agir. Il faut faire des choix politiques lorsqu'on est président de la République. Or, ils ne sont pas toujours faits. Et dans les ministères. L'interministériel me semble aussi très important, c'est-à-dire on ne peut pas parler de culture sans parler d'habitat, on ne peut pas parler d'habitat sans parler de santé, on ne peut pas parler de santé sans parler de social en général. Donc on revient à ce monde complexe et cette interaction. En silo, voilà, tout est en silo, créer de la transversalité me semble essentiel, mais surtout conjoindre, comme je l'ai dit, création, transmission, formation. Je vais y venir un instant. Les premiers à former, évidemment, ce sont ceux qui transmettent. Ce sont ceux qui forment. La qualité et la reconnaissance de la capacité de l'enseignant aujourd'hui est tellement minime dans le projet de salaire des enseignants, qui sont la plupart du temps, 80% de nos enseignantes en milieu scolaire de primaire particulièrement, sont femmes. Non pas, alors évidemment là pour le coup, dans la paupérisation de cet emploi, on le donne aux femmes qui la plupart du temps ont besoin d'adjoindre un deuxième salaire si l'on vit en couple, ou bien soi-même d'avoir un autre travail rémunérateur. Le salaire de l'enseignant, il est de 1 600 €, il peut aller jusqu'à 1 800 €, il reste paupérisé totalement. Donc on est sur ce sujet de la reconnaissance. La reconnaissance de l'enseignant, la reconnaissance de sa nécessaire formation initiale et continue, j'insiste sur continue, notamment aux questions de la langue et de la capacité à transmettre les langages au sein de l'école. Alors, je fais partie de militants qui travaillent sur cette question de la langue pour que les fondamentaux de l'école ne soient pas seulement lire, écrire, compter et respecter autrui, que vous savez, mais lire, dire, écrire, compter et respecter autrui, c'est essentiel. J'ai évidemment aimé la parole tout à l'heure de Grégoire, qui a 21 ans peut-être, ou 22, je ne sais pas, mais qui me dit combien je peux avoir confiance dans cette capacité de la langue et de la capacité de compréhension des autres interlocuteurs aussi, tout autant de William. Mais je veux dire, cette jeunesse, elle peut avoir les mots. Or, elle est assignée la plupart du temps à des assignations géographiques parfois. On parlait du numérique, vous savez que la France n'est pas couverte partout, donc il y a toute une jeunesse qui n'a pas accès aux mêmes outils. Assignation géographique, assignation sociale, assignation culturelle. Une fille ne fait pas ça, un garçon ne fait pas ça.
Enfin, En même temps, tout ça est en train de se décloisonner tellement par rapport à votre génération, d'une certaine façon, que le Oui. chemin est beau et finalement rempli d'espoir, non? Mais rempli d'espoir de toute manière, à condition qu'on puisse lier création, transmission, formation, éducation artistique et culturelle. Savoir que l'art est un projet au sein de l'école. C'est par l'art et la pratique artistique que l'on change les choses. J'ai aimé évidemment le travail de Marina, n'est-ce pas? Marina Chiche. Marina Chiche, qui tout à l'heure était magnifique. Et cette question encore d'une certaine relégation, ça n'est pas partagé par tous, voilà, encore une fois. Donc une plus grande égalité de la capacité à pratiquer les arts. De l'accès aux arts. Oui, depuis l'école. Qui ne veut pas dire seulement l'accès aux arts et aux œuvres, mais je veux conclure là-dessus, mais l'accès à la pratique surtout. C'est-à-dire qu'une éducation par l'art, ce n'est pas tout à fait pareil qu'une éducation à l'art. Schématiquement, ça n'est pas pareil d'apprendre l'histoire des natations au cours des siècles et d'aller, évidemment, à la piscine. Donc ce travail-là, de la pratique, de l'expérimentation au sein de l'école, elle me semble essentielle. Elle est de loin encore à faire progresser par la formation initiale de l'enseignant, et je termine là-dessus, par la formation à la langue et à la capacité à ce qu'un enseignant en fin d'année ne dise pas « j'ai attendu ce moment pour vous faire travailler des poésies parce que c'est difficile, la poésie ». Qu'est-ce que ça dit tout ça, Robin Renucci? Et ce sera votre conclusion de cette nécessaire capacité à s'entendre entre générations pour aborder les défis ensemble. Qu'est-ce que vous dites au travers de ça sur cette éducation à la langue pour arriver à s'entendre? Francis Ponge dit une chose très belle, servir la République, c'est donner force et tenue à la langue. Et je crois que profondément c'est cela. Nous sommes destitués par rapport à cette capacité que chacun peut avoir, cette piste d'envol, grâce à l'appropriation de sa langue, dans la légitime individuation, c'est de ça dont il est question, que depuis l'école, la place de la langue de l'enfant est essentielle, son imaginaire évidemment, les mémoires, les langues, l'imaginaire, voilà 3 endroits sur lesquels on peut s'appuyer en ayant des objectifs, cette émancipation individuelle et collective, des moyens qui sont ceux et les enjeux que nous avons nommés, création, transmission, formation, éducation artistique, éducation populaire. Et les moyens, eh bien, sont la loi aussi. J'ai été sensible aux questions légales tout à l'heure. Les lois qui existent, hein, une loi universelle des droits de l'homme, 1948, c'est nommé, c'est clair, ce sont des droits, les droits culturels de 1993, qui existent pleinement, qui sont nommés, c'est un véritable droit. La loi LCAP, qui va donner la liberté d'expression. La loi 2016, qui structure le vivre ensemble. La loi qui structure le vivre ensemble et la capacité à ce que chacun puisse délibérer, prendre la parole et voter surtout. Nous en sommes loin, nous verrons le constat de l'abstention prochainement. Mais tout cela, c'est un travail sur 10, 20 ans en amont toujours pour prévoir ce que l'avenir sera, donc la transmission au cœur de la chose. Merci infiniment, Robin Renucci. Merci 1000 fois. Matryoshka.